Hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode d'après minuit, c'est Jade Sarah au micro, comme presque chaque semaine. Je sais, ne m'engueulez pas, ça va, c'est bon, c'est entre nous. Je vous ai quand même posté un petit vlog la semaine dernière, donc franchement j'estime que je suis amplement pardonnée, voilà, pour le petit épisode qui a sauté la semaine dernière, mais guys, déjà vous le voyez au setup, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est passé tellement de choses là récemment, côté pro, mais aussi côté perso. Enfin, il y a eu trop de trucs. Mais donc là, je suis en Martinique, d'accord. Il est littéralement 21h35 ressenti 3h du matin, parce qu'il est 3h du matin à Paris. L'équipe de France vient de gagner le match. J'ai pris un petit coup de soleil sur le nez, alors que je me suis même pas tant exposée que ça. Je suis en sortie de douche, fatiguée, vraiment à deux doigts de dormir sur vous là dans 5 minutes. Mais j'avais tellement envie de vous faire un petit épisode là. En fait, en vrai, un petit épisode vite fait, life update, parce que c'est devenu notre tradition là à ce stade. Mais aussi vous parler d'un sujet dont je parlais avec Meryl tout l'après-midi, au téléphone, enfin tout l'après-midi. Putain, vraiment l'abus en fait. L'abus. On est resté 30 minutes au téléphone. Tout va bien. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais en parler avec vous parce que, encore une fois, les discussions entre amis, c'est tout l'objet d'après minuit, toutes les discussions qu'on n'a pas souvent entre femmes, qu'on n'ose pas souvent aussi voilà, assumer, explorer. Et comme je vous le dis tout le temps, ouais, il y a mon métier, je suis coach, conférencière, tout ça. Mais surtout, j'ai le bonheur, le grand bonheur et la chance et le privilège d'avoir des amitiés justement qui me permettent d'avoir les conversations qui comptent, qui me permettent d'être sans masque. Et j'ai plusieurs très belles amitiés comme ça. Et vraiment, ça m'a changé la vie, ça continue de changer ma vie tous les jours. Et il n'y a rien qui me fait me sentir aussi vue, soutenue, libre aussi, que de pouvoir justement avoir ces conversations-là entre femmes. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Mais donc, je suis en Martinique. Je suis fatiguée parce que là, j'ai un ressenti de 3h du mat et surtout, je suis en Martinique pour le boulot. Donc en fait, j'enchaîne depuis que je suis arrivée. Et la fin de semaine va être encore plus dense. Donc autant vous dire que voilà, je chôme pas. Mais quand même, le début de semaine, je suis dans le sud avec mon père. Et ça, c'est quand même un grand bonheur de pouvoir coupler ben voilà, ces petites parenthèses perso au grand chapitre pro. Voilà, donc ça c'est vraiment dingue. Et d'ailleurs, j'avais ce matin en faisant mon journaling une immense gratitude. Bah, juste de pouvoir être sur mon île, de pouvoir être conviée par des entreprises, par des events, par des professionnels pour partager et transmettre bah, mon expertise, mon expérience sur des formats en plus que j'adore, des conférences, des workshops, des panels. Enfin voilà, je suis juste trop contente. Et j'avais ouais, ce haha moment de bonheur et de joie ce matin en me disant mais genre là tu te lèves, il y a le chant des oiseaux, il est 6h, il fait bon, t'as les petites alizés qui soufflent, il y a un petit colibri qui est en train de butiner une petite fleur à côté de toi, tu prends ton café, tu fais ton journaling. Après, tac, mes emails, ma to-do de la journée. Petit 10 000 pas, petite balade, vite fait, un petit plouf à 7h du matin. Et hop, à 7h45, ça y est, je commençais ma journée, boulot. En fait, j'étais en train de me dire, mais waouh, c'est ça ma réalité, tu vois. Alors oui, j'ai beaucoup travaillé, évidemment, pour avoir cette réalité-là. Et j'ai aussi de la gratitude pour la Jade des 10 dernières années qui a vraiment rien lâché et qui a fait, sans se poser de questions. Ou plutôt non, je mens, en s'en posant énormément, mais en ne laissant pas ses questions et ses doutes l'arrêter. Et j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour cette version de moi du passé d'il y a 15 ans, 10 ans, mais même encore 5 ans, parce que, waouh, je me dis, punaise, si c'était tout à refaire maintenant, je suis pas sûre que j'aurais encore la même énergie. Euh, et voilà, c'est ouf. Donc je suis juste voilà, trop contente d'être là. Mais d'où le setup un petit peu approximatif. Et voilà, mais c'est aussi ça après minuit. Là, on est vraiment dans la vibe après minuit. Je suis vraiment en mode sortie de douche, j'ai encore les cheveux mouillés, zéro make-up. Et je vais vous parler d'un sujet que j'ai littéralement abordé avec ma meilleure pote aujourd'hui. Donc
c'est exactement l'ADA, quoi. C'est exactement l'ADA. Et en fait, aujourd'hui, donc ouais, on parlait de... En fait, je lui disais, j'ai trop envie de parler d'un sujet sur le podcast, c'est le sujet toutes les femmes de ta vie. Tu vois, un peu la chanson des L5, toutes les femmes de ta vie, mais vraiment cette notion de, en tant que femme, la magie qu'on a à pouvoir être 1000 femmes à la fois, etc., etc. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, de libérer toutes les facettes de moi. Et c'est vraiment un truc que j'embrace aujourd'hui, que j'ai le sentiment d'incarner. Bref. Et, euh, et en fait, je lui disais ça, et elle me disait, ouais, mais... Enfin, bref, on discutait. Elle me dit, mais s'il y a un truc encore plus caractéristique chez toi, enfin, pas encore plus caractéristique, mais plutôt, ce serait trop intéressant, parce qu'elle me dit, moi, en tant que ton amie, c'est le sujet sur lequel je te demande le plus de conseils, où je veux le plus de conseils, etc. Et genre, il faut que t'en parles aux femmes du podcast, et il faut que tu transmettes ton truc là-dessus. Et c'est, en fait, le fait de rester indépendante, autonome, même quand on aime. Et dites-vous, j'ai même pris des petites notes sur mon téléphone à propos de ça, même quand on discutait au téléphone et tout. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'observe vachement autour de moi, que ce soit avec mes amis, mais même aussi mes clients, mais même aussi plein de petites choses qu'on observe sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, c'est hyper dur de rester vraiment soi quand on est dans une relation d'amour amoureux, quand on est en couple. Et c'est extrêmement dur parce qu'il y a énormément de choses qui se cristallisent dans l'espace du couple. Évidemment, les schémas d'attachement. Donc si vous n'êtes pas familier des différents schémas d'attachement, vous pouvez vous renseigner sur la théorie de l'attachement qui a été largement théorisée, etc. Il y a notamment un livre qui est pour moi référence sur ce sujet, qui est Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es, d'un psychologue clinicien qui s'appelle Marc Pistorio. Ce livre, je l'ai écouté en audiobook 3 fois. C'est vous dire si j'ai dû bosser sur mes schémas d'attachement. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un sujet voilà, sur lequel je me sens aussi très à l'aise de m'exprimer, parce que je l'ai beaucoup travaillé pour moi en thérapie, je l'ai beaucoup travaillé dans mes recherches, je l'ai beaucoup travaillé à plein de niveaux. Bref, et de manière beaucoup plus globale, le couple, l'amour, le couple et l'amour, parce que c'est pas la même chose, mais c'est aussi des sujets que j'ai beaucoup théorisés, beaucoup travaillé, beaucoup cherché, beaucoup lu. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, pour la petite anecdote, il y a un concours d'éloquence qui a utilisé ma théorie sur les 4 piliers du couple en guise de sujet pour les demi-finales d'un concours d'éloquence. Il fallait vraiment voilà, débattre et travailler autour des 4 piliers du couple amoureux, selon Jade Sarah. J'étais un peu saucée, j'avoue. Je vais vous citer mes travaux, hein, parce que c'est vraiment le fruit de ma pensée. Et ouais, ça m'a mis du temps et de l'expérience et du vécu pour arriver à ça. Bon bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment cette notion d'indépendance et d'autonomie lorsqu'on est amoureux. Amoureuse, en l'occurrence, lorsqu'on est en couple. Et en fait, c'est pas si simple, c'est pas si... tu sais, on pourrait vouloir balayer ce sujet d'un revers de main comme si c'était pas grand-chose, ou comme si c'était un non-sujet, ou comme s'il suffisait de dire non mais les meufs, c'est pas parce que vous avez un mec qu'il faut vous décentrer de votre vie. Oui, d'accord. Enfin, ça c'est facile intellectuellement à comprendre, mais c'est beaucoup plus difficile à intégrer dans sa vie, dans ses choix et dans ses arbitrages. Et du coup, c'est de ça que j'avais envie de vous parler cette semaine. Parce que c'est vrai que... alors même que l'amour, c'est ma valeur numéro 1, que je suis ultra romantique, entière, loyale. Moi, c'est vraiment all in ou all out, tu vois. Mais je suis vraiment all in lorsqu'il s'agit de l'amour amoureux. Là, je vais parler dans cet épisode d'amour amoureux, donc je vais pas repréciser à chaque fois, mais voilà. Mais lorsqu'il s'agit d'amour, enfin, l'amour c'est ma valeur numéro 1, c'est le pilier de ma vie, je suis ultra romantique, je suis une amoureuse de l'amour. Enfin, c'est-à-dire qu'en termes de profil, on peut pas faire plus fleur bleue, plus passionnée par l'amour. J'aime la poésie qui parle d'amour, j'aime les romans qui parlent d'amour, j'aime les films qui parlent d'amour. Je parle d'amour toute la journée, j'ai théorisé des piliers du couple. Enfin, c'est vraiment ma vie, ok ?
Et c'est vrai que malgré, entre guillemets, ce trait de caractère, et c'est là que ça devient un petit peu plus rare déjà en termes de profil, je suis aussi quelqu'un qui sait vraiment garder mon centre et mon indépendance, même quand je suis en couple, et même quand je suis en couple, c'est-à-dire... je vais différencier d'ailleurs deux choses. Oui, même quand je suis en couple, mais ok, bon, le couple, c'est aussi une construction sociale, c'est un partnership et tout, donc en vrai, c'est logique, at some point, de pouvoir retrouver une forme de consistance, d'indépendance, d'autonomie dans le lien. Mais je parle aussi d'indépendance et d'autonomie dans les early stages d'une relation, quand on est fou amoureux, et même dans certaines typologies de relations, genre c'est la passion brûlante, où tu sais même plus comment tu t'appelles. C'est aussi des choses que j'ai vécues. Et même dans ces moments-là, bien sûr que j'ai eu des petits moments d'égarement, des petits moments de putain, mais je peux plus rien faire d'autre que penser à la personne. Ça dure très peu de temps et très vite j'arrive à me recentrer en fait. Très vite j'arrive à me remettre au centre de ma vie, à continuer à être dans ma carrière, dans mes priorités, etc. Et du coup, ouais, j'avais envie de vous parler de ça parce que je pense que déjà, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas et je pense même, si je vais plus loin, que c'est aussi la résultante aujourd'hui du fait que pendant longtemps, pour moi, être dans une histoire d'amour était égal à me sacrifier. Euh, J'en parle dans mon livre, j'en ai parlé sur certains aussi des épisodes d'après minuit déjà, mais j'ai eu pendant très 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 longtemps une énorme tendance au people pleasing, à la suradaptation, etc. Et donc dans l'espace du couple, évidemment, ça a fait des dégâts monumentaux. Et j'avais vraiment cette tendance comportementale de me suradapter à l'autre, d'être vraiment la fille cool, la fille ultra permissive, la fille vraiment au service de l'autre, etc. Et donc dans les tout premiers temps de ma vie amoureuse, là je vous parle vraiment entre 15 et 20 ans, ça a créé plein de relations, plein. Ça a créé plein de situations, pardon, et des relations qui étaient déséquilibrées, sacrificielles pour moi, enfin vraiment ni fait ni à faire, quoi. Et donc je pense que déjà le premier point, c'est que lorsqu'on a quand même le courage de se regarder avec vérité et sincérité et qu'on a le courage de faire le travail, justement ce qu'on a vécu, l'expérience malheureuse peut devenir un tremplin, un pilier euh, d'un comportement plus sain derrière, plus ajusté, à condition encore une fois qu'on en prenne conscience et qu'on décide de travailler sur soi. Mais je pense que ça c'est le premier point. Moi j'ai tellement les filles payer le prix de la trahison de soi en amour, payer le prix de la suradaptation, payer le prix de l'oubli de soi au profit de l'autre dans la relation amoureuse, que effectivement aujourd'hui je suis vaccinée, je suis et pas vaccinée de côté revancharde, hein, tu vois, pas du tout, hein, je suis toujours ultra impliquée, romantique, all-in dans mes relations amoureuses, c'est pas la question. C'est simplement que je suis vaccinée contre la trahison de soi et je sais le coût en fait. Je sais ce que ça représente et il n'y a rien de plus douloureux. Et je sais que c'est pas sain, mais même pour l'autre personne, parce que c'est juste repousser un problème à un autre moment et qu'il n'y a aucune relation profondément saine et durable qui s'inscrit sur un terrain de dissimulation de qui on est, où on porte des masques, où on fait semblant que tout nous va, où on fait semblant d'être la fille cool, parfaite, qui n'a aucun désir, aucune friction. Enfin, non, ça marche pas comme ça. C'est pas ça un être humain. Et donc, même pour le bien de la relation, c'est ni fait ni à faire parce que une relation saine, durable, profondément épanouissante a besoin d'authenticité, a besoin de complicité, a besoin de vérité, a besoin d'une alliance. Une alliance, et une vraie alliance de fond, un vrai partenariat de fond secret sur l'autel de la sincérité, du partage, du dialogue, de la vérité, de l'authenticité. Enfin, c'est la condition sine qua non. Et donc je pense que déjà, voilà, ça c'est ma capacité aujourd'hui à être, oui, très impliquée dans le couple, mais aussi très indépendante, par de là. Et, et en fait, ce dont on parle souvent avec mes copines sur, ou même ça peut être des coachés, tu vois, mais sur l'impact que ça a en fait de basculer dans une forme de dépendance affective, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que la dépendance affective, c'est vraiment un trouble du comportement qu'il est nécessaire d'explorer et de traiter en thérapie. Mais bon,
utilisons ce terme ici. Le gros point négatif de ça, en fait, c'est que tu deviens complètement passif dans la relation, tu la subis, et c'est ça qui est dramatique et tellement triste, c'est qu'en fait, tu finis par développer un comportement qui justement va provoquer ce que tu redoutes, à savoir l'abandon de l'autre. Parce qu'en fait, précisément parce que tu n'es plus dans ton pouvoir féminin, tu n'es plus dans ta souveraineté, tu n'es plus dans ton autonomie, tu n'es plus dans ta puissance et dans ta lumière, tu n'es plus dans ta séduction et ton désir, et bien finalement, tout ce pourquoi l'autre peut-être a été charmé, a été séduit, s'effondre, et il y a une sorte d'effritement de la relation. Tu vois, d'effritement de la dynamique aussi qui se passe dans les débuts d'une relation, notamment quand on est vraiment encore dans l'état amoureux, c'est que on retrouve pas, d'une certaine manière, la personne qui nous avait plu au départ. Parce que la personne qui nous avait plu au départ n'existe plus lorsqu'elle est activée par ses insécurités, par la dépendance affective, etc. Et ça, c'est un truc, évidemment, je trouve qu'on voit beaucoup plus chez les femmes. Je trouve que les hommes, de manière générale, ont quand même une meilleure capacité à rester dans leur vie, même quand ils sont fous amoureux, tu vois. Ils vont continuer à voir leurs amis, ils vont continuer à aller au sport, à aller au foot, ils vont continuer je sais pas, prendre la petite bière après le boulot avec leurs potes, ils vont... Peu importe les habitudes, et j'ai pas de jugement de valeur sur les habitudes. Bon, moi je préfère éviter d'avoir un mec qui va aux afterwork le jeudi boire des bières, mais chacun ses goûts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on observe quand même globalement que les hommes ont cette faculté à compartimenter et à rester dans leur vie, dans leur routine, à rester focus sur leur carrière, sur leur sport, sur leurs amitiés, etc., même quand ils sont fous amoureux et super investis dans une relation. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais je trouve que c'est une tendance qu'on observe. Là où, effectivement, c'est un comportement beaucoup plus féminin, alors qu'il peut s'expliquer de mille manières d'un point de vue sociologique, anthropologique, etc., mais on n'est pas là pour faire une analyse à ce niveau-là aujourd'hui. Mais je disais là où, effectivement, les femmes ont plutôt cette tendance, qui s'explique donc, de se décentrer complètement de leur vie, de mettre, de faire all-in sur la relation, et presque elles perdent leur propre identité. Elles savent même plus ce qu'elles aiment, ce qui les caractérise, leurs élans, leurs projets, etc. Et je crois d'ailleurs, si je suis complètement honnête, que c'est aussi la raison pour laquelle on observe cette tendance qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux, notamment cet article de Vogue, est-ce que c'est cringe, du Vogue anglais, est-ce que c'est cringe maintenant d'être en couple, mais aussi plein de newsletters de femmes qui écrivent sur le sujet, ça peut être des journalistes, des blogueuses, etc., sur le fait que le couple peut être justement un espace très liberticide pour les femmes, très limitant, et que finalement, quand on est en couple, on se récupère tellement aussi une charge mentale de maboule que finalement, on n'a même plus d'énergie et de bande passante pour nos propres projets, qu'on se met complètement au service de l'autre. Il y a une forme de dévotion, il y a une forme de sacrifice, parce qu'on est aussi, en tant que femme, dans le couple responsable du care. D'ailleurs, il y a plein de travaux qui ont été menés là-dessus. La société du care, le care, il n'y a pas vraiment l'équivalent en français, donc j'utilise cet anglicisme, mais parce que c'est vraiment aussi le terme qu'on utilise en philosophie et en sociologie pour décrire ça. Et d'ailleurs, France Culture avait fait une série en 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus, sur la société du care, et qui explique super bien ça. Et bref, et tout ça pour vous dire que je pense que voilà, il y a cette tendance comportementale un petit peu genrée autour de ce comportement-là, et que, bon, ça sert à rien d'être fataliste, mais je pense qu'il faut en prendre conscience et qu'il faut vraiment essayer de décider en conscience, avec le plus d'intention possible, comment est-ce qu'on a envie de vivre l'espace du couple, comment est-ce qu'on a envie d'investir la relation amoureuse. Et je crois que c'est pas antinomique que d'être ultra romantique et entière et loyale et pleinement engagé dans le couple, tout en se préservant, au sens pas de protection, mais au sens en préservant son identité, en ayant une préservation du soi, c'est ça que je veux dire. Et je crois que c'est notamment essentiel pour garder le désir dans la relation, pour garder le désir dans les yeux de l'autre, parce que
Les travaux, pour le coup, psychologiques sur le désir, le montrent. Le désir a besoin de surprise. Le désir a besoin de mystère. Le désir a besoin de friction. Et tu peux pas désirer quelqu'un sur le long terme si tu as le sentiment de complètement le dominer, le maîtriser, et qu'il t'est complètement, entre guillemets, dû, et qu'il n'y a pas un petit peu ce petit frisson, non pas de le perdre, hein, parce que c'est toxique d'avoir la boule au ventre de « ah, je vais perdre la personne, donc il faut que je sois ci, c'est ça », c'est pas ça, mais oui, de savoir que l'autre n'est jamais complètement acquis, de savoir que l'autre n'est pas à notre disposition, de savoir que l'autre habite pleinement sa vie. Et ce, pour une raison très simple, c'est que le désir se nourrit d'admiration et de fascination. Et qu'on n'admire pas quelqu'un qui n'est pas dans sa propre vie, et qu'on n'est pas fasciné par quelqu'un qui n'habite pas sa propre vie, sa propre lumière, qui ne déploie pas ses talents, son génie, son énergie. Et la première réponse, elle est là, les filles. Le premier conseil, il est là. Réinvestissez les espaces de votre vie qui vous connectent à votre génie, à vos talents, à votre lumière. C'est comme ça que vous serez vraiment magnétique. C'est comme ça que votre homme, en l'occurrence, n'aura pas envie... alors déjà, ni de vous quitter, mais bon, ça c'est même pas le sujet, parce que c'est tellement plus complexe. Hein, est-ce que je reste, est-ce que je pars, c'est pas ça, mais c'est comme ça que votre homme continuera à vous désirer, à vous piédestaliser, à vous explorer, à vous faire plaisir dans tous les sens du terme. Mais tu vois, c'est tellement, 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 tellement important de continuer à investir les espaces de notre vie qui nous connectent à notre génie. Ça peut être pro, ça peut être à travers d'autres activités, ça peut être à travers plein de choses. Mais cette énergie créatrice, féminine, lumineuse, magnétique, qui est, et j'en suis absolument convaincue, en chacune de nous, eh bien, c'est en vous connectant à ça et en laissant cette énergie-là s'exprimer, en lui offrant un périmètre, que vous allez déjà réussir à ne pas être complètement déboussolée dès que vous êtes amoureuse d'un nouveau mec, en fait. La relation amoureuse, elle doit être, à mon sens, elle doit être un débordement. L'amour, ça doit déborder. L'amour, ça doit être un petit peu déraisonnable. L'amour, ça doit être un petit peu déboussolant. Mais on doit à un moment donné retrouver son centre. On doit à un moment donné, dans ce débordement et ce tourbillon, avoir quand même les pieds bien ancrés au sol, avoir quand même son centre. C'est ultra important. Et je crois, même si je vais plus loin, que c'est précisément lorsqu'on est super ancré et qu'on a son centre qu'on peut justement se laisser aller à toutes sortes de tourbillonnage amoureux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Plus je me sais solide sur mes appuis, pleine de ressources, résiliente, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire de ma vie professionnellement, je sais où j'ai envie d'aller dans 5 ans, dans 10 ans, je connais ma zone de génie, je connais mes talents, je connais mon corps, je connais mon plaisir, etc. Et plus je peux me laisser aller à toutes sortes d'élans amoureux. Parce qu'en fait, je le sais, c'est intégré, que personne ne peut me voler cette lumière. Ni un homme, ni une situation, ni une femme, ni rien. En fait, personne ne peut me voler ce truc-là, ce féminin-là, cette force, cette espèce de feu à la fois flamboyant et hypnotisant et fascinant. Et quand tu t'es vraiment connecté à ça et que tu l'as laissé se grandir et s'explorer, etc., en fait, il t'appartient pour toujours. Et en fait, quand tu sais au fond de toi et que tu es convaincu qu'en fait, il n'y a aucun homme là qui va passer dans ta vie et qui va te foutre le bordel et t'éteindre, déjà, parce que tu as cette force-là, mais aussi parce que tu te respectes et que tu as une estime de toi qui est solide et que tu as confiance en toi et qu'en fait, tu sais que si le gars, il part sur un délire de toxicité, de machin, de nonchalance, de bref, que c'est un pauvre type, tu sais très bien que tu vas arrêter la relation, en fait. Donc, en fait, le moment où tu vas te laisser embrigader dans un truc, il va même pas arriver parce que tu es solide sur tes appuis. Et donc, c'est ça le bénéfice, en fait. Le bénéfice, il est double. C'est un bénéfice de protection face au pervers et en même temps, c'est un bénéfice de fascination et de maintien du désir et un maintien du soi
dans la relation. C'est ultra important. Et je crois qu'en fait, voilà, le premier point, c'est que j'ai énormément cultivé ça à travers plein de choses. La danse, mais aussi plein de choses en fait. La danse, le sport, mon business, mais aussi mon rapport à mon corps, le fait de prendre soin de moi, de bien me connaître. Euh, et pourtant, tu vois, je te dis ça, euh, ça veut pas dire être fan de soi de manière inconditionnelle et aveugle. Il y a plein de trucs chez moi que j'aime pas physiquement, il y a plein de trucs que je fais pas forcément tout le temps, il y a plein de trucs que j'aimerais encore améliorer. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se dire, attends, quand je serai la version parfaite de moi, waouh, machin, truc, là, je pourrais incarner ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est vraiment le process, en fait, de... C'est vraiment le process de connecter à ces parts-là de soi et de cultiver ce truc-là en soi par plein de petites actions. Encore une fois, c'est pas un overnight success, c'est pas une recette magique, mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec plein de petites actions, de cultiver ça. Et plein de petites actions, c'est tenir les promesses que tu te fais à toi-même, par exemple. C'est de te dire, ok, j'ai prévu d'aller à Dynamo le mardi et le samedi pendant 6 mois. Je vais à Dynamo le mardi et le samedi pendant 6 mois. Et c'est non négociable. Et en fait, eh ben, quand mon nouveau mec dont je suis folle amoureuse me propose un date le mardi, je suis pas là en mode j'annule tout et je vais au date le mardi parce qu'en fait sinon il va pas m'en reproposer. No way. Écoute bébé, ça aurait été avec plaisir. Mais le mardi, tu sais, c'est mon petit rituel dynamo. C'est possible pour toi mercredi plutôt? That's it. Ça peut être dans la douceur, ça peut être dans la féminité, ça peut être dans le dialogue. Mais si tu sais que c'est important pour toi d'aller à Dynamo le mardi à 19h, n'annule pas Dynamo le mardi à 19h pour aller voir ton mec. C'est important pour toi. Alors oui, de temps en temps, des compromis pour des choses importantes, je sais pas, un anniversaire, le soutenir dans un projet, aller le voir sur scène, j'en sais rien. Mais 90% du temps, tu dois tenir ce qui est important pour toi. Tu dois conserver les espaces qui sont les tiens. Tu dois continuer à aller voir tes copines. Tu dois continuer à faire des brunchs et des dates et des trucs avec tes copines ou tes sœurs ou tes cousines ou que sais-je. C'est ultra important. Et tu vas voir que plus t'es dans ta liberté, t'es dans ton autonomie, t'es dans tes moments qui... En fait, même pas en mode stratégie et calcul, hein, en mode « Ah, je vais lui montrer que je suis pas dispo et que je suis pas accessible et que je suis complètement autonome et comme ça, il va me manger dans le creux de la main. » Mais pas du tout, mais c'est pas du tout ça, c'est pas de la stratégie. Et c'est justement d'ailleurs quand c'est pas de la stratégie que c'est super incarné, que, entre guillemets, ça marche parce que justement, c'est pas une stratégie et que t'es juste fully toi-même et fully libre et dans ta joie. Et c'est ça qui est magnétique et c'est ça qui donne envie en fait. Et c'est ça qui fascine. C'est de voir justement une femme qui lâche prise, qui est à l'aise avec son corps, qui rit aux éclats, qui va voir ses copines, qui parle d'un sujet avec passion et engagement et qui est unapologetically elle-même. C'est ça qui est fascinant. Et je crois qu'en fait, et c'est le deuxième point, c'est que moi, ce qui m'a aussi beaucoup libérée, et je pense qui crée aussi ça dans mon rapport aux hommes, c'est que j'ai tellement travaillé ce sujet-là en thérapie, ce côté être unapologetically moi-même, et ce sujet de m'affirmer, et ce sujet de plus me trahir, et ce sujet de avoir les conversations difficiles, et ce sujet de je fais pas semblant que j'aime pas danser, que je suis pas sensuelle, et que machin. Non, je suis tout ça. Et je suis unapologetically tout ça. Et en fait, aussi, ça fait le tri. Et donc, si en face de moi, j'ai un homme qui se sent menacé par ça, qui sait pas gérer ça, qui sait pas accueillir ça, qui se sent rapetissé par rapport à ça, this is not my fucking problem, en fait. À un moment donné, bah, c'est que t'es pas un homme pour moi, c'est pas grave, en fait. Hein. Tu sais, il suffit de un. Hein. T'as pas besoin d'être la femme de tous les hommes sur cette planète et inversement. Just one. Bon, sauf si t'es polyamoureuse, mais bon, c'est pas ma DA. C'est pas ma DA. Je te juge pas, mais c'est pas ma DA. Donc c'est juste une personne. C'est juste une personne. T'as pas besoin de convaincre la terre entière que c'est toi qui mérite d'être aimé, ou d'être vu, ou d'être respecté, ou whatever. D'ailleurs, j'aime pas trop cette notion de mérite en amour, parce que pour moi, no sense, tu vois. Mais ouais, je crois que c'est ça. Et... Et en fait, je crois qu'il y a vraiment un enjeu à rester la femme, rester la femme que tu es, et en étant vraiment la femme que tu es au fond de toi, dans toute ta pluralité, dans toute ta complexité, dans toute ta fantaisie, dans toute ton insouciance, dans toute ta liberté, eh ben tu seras justement la femme
que ton mec a envie de choisir encore et encore et encore et à tout prix. Et à tout prix. Parce que, girls, je vais vous dire un truc. Un homme, quand il est déterminé et motivé, et qu'il est fasciné, et qu'il est sous le charme, et qu'il sait ce qu'il veut, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus créatif, il n'y a pas plus déterminé, il n'y a pas plus engagé, il n'y a pas plus... En fait, c'est littéralement dans leur archétype, c'est littéralement dans leur nature que déjà de chase, mais surtout de... Comment dire ça ? Comment je peux articuler le truc ? C'est dans leur nature que de développer les ressources et le mode opératoire pour atteindre leur objectif. Ils sont câblés comme ça. Donc, t'inquiète pas que s'ils ont identifié que tu es leur objectif, ils continueront de te choisir encore et encore et encore, et de te traiter comme une reine, et de faire en sorte que tu les choisisses à ton tour. T'inquiète pas pour ça. Ça, je peux te le garantir. Mais il y a aussi un point, c'est que en fait, et ça peut paraître très contre-intuitif ce que je vais dire, c'est que pour pouvoir justement rester pleinement soi-même dans la relation, rester hyper autonome et indépendant dans la relation, bizarrement, c'est en faisant all-in dans la relation qu'on y arrive. C'est-à-dire qu'en fait, en étant ultra engagé, ultra sincère, ultra généreuse dans la relation, ça te libère mentalement parce que justement, tu sais que tu n'es pas en fraude avec toi-même. Tu sais que tu as tout donné. Tu donnes tout d'ailleurs. C'est même pas t'as tout donné. Tu sais que tu donnes tout. Tu sais que t'es au max de ta générosité, ta sexitude, ton engagement, t'as tout. Donc en fait, ça te libère encore plus parce que tu sais que t'auras aucun regret si ça va dans un sens ou dans l'autre. Mais en plus de ça, ça te libère parce qu'il y a un truc de... Je sais au fond de moi que je traite mon partenaire comme un roi. Je sais au fond de moi qu'à travers la manière dont je suis dans la relation, à travers mes comportements, il se sait et il se sent aimé, valorisé, admiré, respecté. Bref, je le traite comme un fucking king. Et un mec, quand tu le traites comme un roi, pas au sens de servitude, mais au sens de tout ce que je viens de dire, il a envie à son tour de te traiter comme une reine. Évidemment, je parle pas des débiles, je parle pas des bad boys, des enfants. Je te parle d'un homme sain, un homme normal, un homme bien constitué, d'accord ? Il a envie en retour de te traiter comme une reine. Il est câblé comme ça. Et je crois qu'en fait aussi, pour relier au sujet de l'épisode, l'une des choses qui me rend extrêmement indépendante, c'est que comme moi, chaque relation amoureuse que j'ai vécue, je l'ai vécue avec cette énergie-là, de goddess, si t'es mon mec, en fait, il n'y a que toi que je vois, je te vois en 3D, je vois plus ce qu'il y a autour, c'est toi et personne d'autre, et t'inquiète pas que tu vas le ressentir que c'est toi et personne d'autre. Et ce truc-là, on pourrait se dire, ah là là, mais du coup, il va se sentir acquis. Pardon, pas du tout. Il va goûter à ce que c'est d'être traité comme un roi, il va goûter à ce que c'est d'être profondément aimé, et il va vouloir continuer à recevoir ça. Il va aimer se sentir comme ça. Et surtout, il va associer ce ressenti-là à toi. Parce que c'est toi le vecteur de ce truc-là. Et je trouve que c'est ça qui est magnifique avec le féminin et le masculin, c'est que ça s'harmonise majestueusement, ça s'harmonise tellement bien. Tu vois ? Je pense qu'on est, en tant que femme, profondément capable de donner aux hommes ce dont ils ont profondément besoin, et inversement. Et encore une fois, comme j'ai la conviction que ce qui donne cette
indépendance. J'aime pas trop le mot d'indépendance, je préfère autonomie parce que je crois profondément que quand on est en couple, on est interdépendant. Donc en fait, il y a de la dépendance et cette dépendance, elle est saine. Là où ça devient problématique, c'est quand, encore une fois, on se sacrifie, on s'oublie, on n'arrive même plus à travailler, à respirer, à voir ses copines, à aller au sport parce qu'en fait, la relation a pris toute la place, elle a contaminé toutes les sphères de sa vie et en fait, on subit le truc. C'est ça qui est mauvais. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, je crois profondément que l'autonomie se manifeste lorsqu'on est connecté à sa puissance. Et notre puissance, notamment en tant que femme, se libère lorsqu'on est dans notre joie, dans notre plaisir, dans notre énergie féminine, etc. Vous voyez, donc c'est hyper lié en fait, parce que plus tu vas justement être dans cette espèce de all-in amoureux, plus tu vas être connecté à ton énergie féminine, et donc plus tu vas être puissante. Et c'est là que ça devient un peu... que c'est fin, c'est qu'en fait, c'est pas en étant distante, désengagée, indépendante, que tu vas réellement être autonome. Non, là, tu vas juste refuser le lien. Tu vas juste ne pas être vraiment dans la relation. Ça n'a aucun intérêt. Non, ce qui est intéressant, c'est quand, oui, t'es follement amoureuse. Oui, t'es follement dans la relation. Oui, t'es all-in avec l'homme que t'aimes. T'es all-in avec l'homme que t'aimes. Putain, mais quel truc fabuleux. C'est incroyable de vivre ça. C'est délicieux. C'est le goût du paradis, ça. Et en même temps, tu es dans ta puissance, dans ton autonomie, dans ta singularité. Et en même temps, tu continues à habiter ta vie. Tu continues à éclore. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que plus tu continues activement à faire tes projets, à tester des choses, à être curieuse, à apprendre, à t'émerveiller, à générer de l'argent, à whatever, peu importe les projets qui sont importants pour toi, plus tu vas éclore, tu vas bloom, tu vas être dans une expansion. Et plus tu vas être désirable. C'est juste CQFD, tu vois. Et je crois qu'en fait, moi, c'est ça qui s'est joué. C'est que j'ai, par la force des choses, parce que j'étais excessivement ambitieuse et je le suis toujours, je me disais, oui, c'est vrai que je suis amoureuse de l'amour, oui, c'est vrai que l'amour, c'est ma valeur numéro 1, oui, c'est vrai que le couple, c'est ce qui est le plus important pour moi, etc. Et c'est vrai, c'est toujours le cas, c'est quand même ma priorité, encore plus que ma carrière. Mais, c'est aussi important. Et là, on retombe sur ma philosophie de vie, dont je vous ai déjà parlé ici et là, mais je pourrais d'ailleurs faire un épisode dédié à ça si ça vous intéresse. La philosophie du « et » pas du « ou ». J'ai littéralement un tatouage dans mon dos, c'est le signe « et » en littérature, que je trouve déjà très beau en termes de symbole, mais qui surtout dit tout de ma philosophie. C'est pas « ou » en fait, c'est pas « ou ». C'est pas « ou », c'est « et ». C'est pas être follement amoureuse et engagée, ou être successful et pleinement dans sa vie. Non, c'est les deux en même temps. Et moi, je suis gourmande et je veux tout en même temps. Et on la retrouve dans plein de choses, hein, cette dialectique du « et » versus le « ou ». Tu peux être belle et intelligente. Tu peux être fun et fiable. Tu peux être coquine et respectable et mariable. Whatever, tu vois. C'est super important de se réconcilier en tant que femme avec les différentes facettes de nous. Et ça, je crois que c'est aussi l'un des ingrédients d'une forme de magnétisme. C'est quand on peut être toutes les femmes de ta vie, quand on peut être toutes ces femmes-là à la fois, toutes ces énergies-là, toute cette dentelle-là, toute cette complexité-là. Et franchement, sincèrement, no offense pour les hommes qui écoutent, mais eux, ils sont tellement plus basiques. Ils sont tellement plus basiques, je suis désolée. J'en parlais avec ma psy il y a pas très longtemps, mais il faut pas trop leur en demander non plus, hein. Ça reste des hommes, hein. C'est vraiment... voilà. Alors que les femmes, je suis désolée, mais on est tellement fascinantes, on est tellement... Déjà belles, je suis désolée. Belles, fascinantes, créatrices. On crée les enfants, on crée les bébés, on les met au monde, ensuite on les nourrit de notre corps. Notre corps produit des choses exceptionnelles. On a nos règles, on a un cycle. C'est la sensualidad. Et... Bref, non, mais je suis désolée, c'est quand même... non. Et je pense qu'en fait, on a oublié, parce que si, encore une fois, la société a oppressé, a opprimé tout le féminin,
Mais je crois qu'en se reconnectant profondément à notre féminin, justement, on retrouve cette autonomie dont je parle dans cet épisode. Et on retrouve cette espèce de puissance et cette espèce de pouvoir. Et je crois que ça m'a beaucoup aidée. La danse, évidemment, a joué une sorte de vecteur par rapport à ça, mais pas que. Je pense les espaces aussi avec mes amis. J'en parlais en début d'épisode. J'ai cette chance d'avoir des amis exceptionnels, IES. Et puis moi, d'avoir continué à l'âge adulte de créer activement des espaces où les femmes se parlent, où elles rient, où elles connectent. Je crois aussi que mon rapport au beau, mon rapport au monde à travers le prisme de la beauté, le beau, c'est l'une de mes valeurs piliers. Je suis très esthète, très sensible au beau, et je crois que ce rapport-là au monde, m'émerveiller d'un coucher de soleil, laisser mon corps flotter dans les vagues, croquer dans une mangue délicieuse qui me dégouline dessus. En fait, je crois que plus loin que mon rapport au beau, ma sensorialité, donc mon hypersensibilité qui a mené à une hypersensorialité, c'est la chose qui m'a le plus permis aussi de me connecter à mon féminin, à cette énergie-là. Et c'est tout con, hein. On pourrait se dire, mais quel est le rapport avec l'indépendance dans le couple ? Mais le rapport, il est là. Le rapport, il est là, c'est qu'en fait, quand tu es dans ton plaisir, que tu prends soin de toi, que tu connais ton corps, que tu t'offres des moments de lâcher prise, de douceur, de kiff, d'exploration, que ton système nerveux il n'est pas tout le temps comme ça en alerte, voilà. Eh bien, justement, tu reconnectes à ta puissance. Et parce que tu te sens puissant, t'es fort, t'es autonome, eh bien justement, tu ne subis pas la relation amoureuse. Non, tu arrives dans la relation amoureuse avec cette espèce de lumière, de magnétisme. Parce que aussi, tu sais ce que tu mets sur la table. Tu sais ce que tu mets sur la table. Et du coup, c'est aussi le dernier point que je voulais vous partager. C'est que, bon, moi, je suis connue... Je suis connue pour avoir des super high standards. J'ai des standards hyper élevés lorsqu'il s'agit des hommes, des relations, des dates. Donc moi, c'est simple. Mes copines qui me demandent des conseils ou qui sont en early stage de dating, genre moi, tous les nonchalants, ils dégagent direct. En fait, je peux pas, c'est ma phobie. Donc moi, toutes mes copines qui me consultent, qui me sollicitent pour des conseils dating, je peux vous dire que déjà tous les feignants, tous les nonchalants, tous les incapables, là, ça dégage. Et à l'inverse, après 20 minutes de discussion avec moi, leurs standards sont ici. Et t'inquiète pas que les mecs s'alignent, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Les mecs s'alignent, mais très très fort. Hein. Très très fort, parce qu'encore une fois, t'inquiète pas que quand ils ont identifié que ils te veulent, mais il n'y a rien de négatif à ça, qu'ils sont charmés, que t'es charmé en retour. Bref, quand ils ont identifié que tu es la personne qu'ils ont envie de chase, qu'ils ont envie de séduire, dont ils ont envie de prendre soin, et tout ça est très beau, il y a zéro stratégie ni manipulation là-dedans, c'est très beau. T'inquiète pas que ils savent être créatifs et ils sauront exactement s'adapter à ce niveau de standard. Toujours est-il que, c'est le point sur lequel je voulais revenir un peu en dernier point de l'épisode, c'est que face à mes standards très élevés, je me questionne toujours, et je peux vous le promettre, avec une lucidité radicale vis-à-vis de moi-même, de « Ok, Jade, ça c'est ce que tu aimerais recevoir d'un partenaire. Ça c'est le type d'homme que tu aimerais rencontrer, avec qui tu aimerais sortir, whatever, avec qui tu aimerais te marier, peu importe. Est-ce que tu mets l'équivalent sur la table ? Pas forcément exactement la même chose, mais est-ce que tu mets l'équivalent ? Et pour vous partager un petit inside... Bref, j'ai une liste dans mon carnet. Je vous dirai pas de quand elle date, comment, quoi qu'est-ce. Mais j'ai une liste dans un de mes journaux d'introspection, d'écriture et tout, de, entre guillemets, mon homme idéal. Et il y avait 20 critères de cet homme. Et j'ai regardé cette liste, que j'ai vraiment pris du temps à faire, etc. C'était très, 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 très conscient, très sharp, très réfléchi. Et je me suis dit, ok, ça c'est les 20 critères. Bon, s'il y a plus de critères, c'est bien, mais ça c'est les 20 critères obligatoires pour moi. Déjà, est-ce que j'offre les mêmes choses ? Et sur les 20 critères, je mettais sur la table les 19 mêmes parmi les 20, donc il y en avait un qui était différent, et j'ai identifié
peut-être 10 autres choses que moi je mettais sur la table en tant que femme, que j'attendais pas spécialement d'un partenaire masculin, mais que je mettais en plus. Et en fait, très concrètement, je me suis dit, ok, donc c'est légitime. C'est légitime que, entre guillemets, pas j'attende, parce que j'attends rien, que j'exige et que j'estime pouvoir recevoir ça dans une relation. Mais, sincèrement, si j'avais fait mon examen de conscience et que je m'étais rendu compte qu'en fait, j'attends 20 trucs d'un partenaire, mais moi je suis même pas en capacité d'en mettre 5 sur la table, j'aurais aussi fait le travail de me dire, oh waouh, meuf, t'es complètement à côté de tes pompes, tu te racontes complètement une histoire complètement à côté de la réalité, et en fait entre guillemets, tu ne mérites pas un partenaire comme ça, puisque tu n'es pas la femme capable de recevoir ça, ni de donner en retour. Tu n'es pas la femme qu'un homme comme ça aimerait avoir à ses côtés. Et je trouve que sur les réseaux et tout, il y a justement ce truc un peu tu sais, bad bitch, machin. Ah non, mais moi, je veux un mec comme ça, comme ça, comme ça. Et, mais tu sais, dès qu'on fait effet miroir et qu'on dit, mais attends, mais est-ce que toi, tu le traites comme un roi? Est-ce que toi, tu as des qualités merveilleuses X, Y, Z, d'ailleurs, pas forcément les mêmes, encore une fois. Hein. Le masculin et le féminin sont là pour se compléter. Bon, moi, j'ai quand même une énergie masculine assez développée. Donc il y avait quand même, sur les 20 critères que j'attendais d'un mec, moi, 19 critères que je mettais sur la table aussi les mêmes, mais plus parce que ça c'est ma dynamique à moi, et que bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais je me suis quand même construite assez seule, je suis entrepreneur, enfin bref, il y a plein de choses qui expliquent que j'ai une énergie yang assez forte, mais ça aurait pu aussi être des choses complètement différentes, mais simplement de se demander, attends, mais est-ce que c'est faire ? Est-ce que c'est faire ? Et d'ailleurs, il y a des choses aussi qui sont neutres. Hein. Par exemple, dans ma liste, il y avait la maturité émotionnelle. Bon, pour moi, ça, c'est pas une qualité ni un critère genré. Donc, tu vois, ça, je le mettais sur la table et j'attends que l'autre le mette sur la table aussi. La capacité à communiquer de manière mature et claire, pareil. Tu vois, capacité à communiquer, c'est pas genré. Il y a des choses qui étaient un petit peu plus genrées, mais la majorité, c'était pas genré. Donc bref, tout ça pour vous dire que je crois que, vous voyez, si on devait un peu récapituler, ce qui permet de garder une forme d'indépendance dans le couple, c'est de cultiver des espaces où on est vraiment dans notre génie, dans notre talent, dans notre potentiel, de sorte à pouvoir rayonner, être joyeuse, être talentueuse et être l'objet de fascination, d'admiration, etc. C'est hyper important dans la dynamique du désir. Et donc ça te connecte à ta puissance, et donc ça te crée de l'autonomie parce que tu habites pleinement ta vie et tu l'habites avec gourmandise, tu l'habites avec intention, tu l'habites avec conscience. Et ça, c'est absolument génial et hyper puissant. Le deuxième point, c'est, ok, est-ce que je suis alignée entre ce que j'espère recevoir ou ce que j'estime mériter et ce que je donne, et ce que j'offre, et ce que j'apporte dans la relation. Ça, c'est un deuxième point qui est hyper important. 3, c'est la notion d'énergie féminine dont on a beaucoup parlé. Et puis je crois que un des points aussi qui est important, c'est de choisir aussi un partenaire qui nous laisse être. Je pense que globalement, on est quand même vraiment dans un monde, dans une société qui, je vous apprends rien, est quand même liberticide pour les femmes, qui est normée, qui est tellement oppressante, avec tellement de charge mentale sur les épaules des femmes, que je crois que dans le choix même initial du partenaire, il y a quelque chose qui se joue. Et de choisir quelqu'un qui nous laisse être qui on est, qui nous juge pas, qui ne cherche pas à nous diminuer, qui est à l'aise avec notre ambition, notre lumière, nos projets, peu importe ce que c'est, qui prend plaisir à nous voir rayonner, qui prend plaisir à nous voir avoir du plaisir, qui est généreux, mais au sens vraiment profond du terme. Tout ça, ça permet de garder son autonomie. Et ouais, le choix du partenaire, il est tellement important parce que c'est une toute autre paire de manches que de réussir à être autonome, indépendante dans une relation, quand par définition tu es avec quelqu'un qui veut créer de la dépendance, qui veut te diminuer, qui n'est pas prêt pour ça. Parce que t'imagines, vu encore une fois le monde comme il est, comment dire, faut que le mec il soit à l'aise avec son ego, hein.
Ah ouais, non, bah, ma femme, elle fait ci, elle fait là, elle brille là, elle voyage seule, elle voit ses amis, elle a plein de projets, je suis fière d'elle. Franchement, je suis admiratif, elle est fascinante, elle brille, je vais l'applaudir sur scène, je l'accompagne à ses projets, je vais voir son spectacle de danse, je l'aide dans son projet de pâtisserie. Peu importe ce que c'est, peu importe qui vous êtes et quel type de femme vous êtes, en face, si vous voulez pouvoir être cette femme, il faut aussi un homme qui n'a pas de problème d'ego à cet endroit-là et qui aime être aussi ce partenaire qui honore votre singularité. Donc je crois que aussi il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le choix. Donc voilà les filles, je me suis connectée en me disant, tu sais quoi, je vais faire un petit épisode, 15, 20 minutes, 30 minutes grand max, et en fait ça fait littéralement 52 minutes que je vous parle. Je suis toujours épuisée, mais tellement dans mon flow quand j'enregistre les podcasts. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis très curieuse de savoir un petit peu, déjà, est-ce que vous avez aimé, parce que c'était un format un peu différent, moins structuré, plus... voilà, plus vous partager un peu le fil de mes pensées, voilà, au fil de l'eau, mon expérience personnelle aussi, sur un sujet croustique que j'aime bien, en tout cas un sujet essentiel qui est l'amour et le couple. Donc voilà, je suis vraiment preneuse de vos feedbacks, de savoir ce que vous en avez pensé, comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager l'épisode avec une copine à qui ça ferait du bien d'écouter ça. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. 1, 2, 3, que vous utilisez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mouah, plein de bisous. Ciao.